bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Vous êtes le maire LR de la Garenne-Colombes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Un mot d'abord sur cette actualité, l'actualité dramatique d'hier soir, de cette nuit. C'est ce policier qui est mort hier à Avignon. Il est mort dans une opération anti-drogue. Est-ce que l'autorité de l'État est aujourd'hui mise à mal dans notre pays ? D'abord, les forces de sécurité perdent encore un homme. Elles payent un très lourd tribut à cette situation absolument incroyable d'écroulement de l'autorité. En fait, il y a un sentiment d'impunité de la part des délinquants. On le voit, ça sera un des sujets majeurs, je pense, dans les mois qui viennent. Dans leur vie quotidienne, les Français n'en peuvent plus. Les cambriolages, les agressions, les vols à la tire et parfois des crimes, des choses beaucoup plus graves. Un des sujets, si vous voulez, qui se pose dans le sentiment d'impunité, c'est l'application des peines. En fait, chaque fois que survient un drame, la réponse politico-médiatique est de demander une augmentation du quantum des peines. En fait, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut enfin appliquer le code pénal tel qu'il existe ? Les peines ne sont pas exécutées, ou inconstamment, ou tardivement. Bref, tout ça crée ce sentiment d'impunité. Vous suivez les syndicats policiers quand ils disent qu'il y a un laxisme de la justice en réaction justement à la mort de ce policier ? Non, moi, je pense, si vous voulez, que les policiers font leur travail. Je pense que les juges font leur travail. Je pense qu'en revanche, quand les peines sont décidées par la justice, jugées, elles ne sont pas ou peu exécutées. Je vais vous donner un exemple. Les travaux d'intérêt généraux pour des faits, des délinquances qui n'ont rien à voir avec la gravité de celui d'hier soir, ne sont exécutés, je crois que 423 jours après la commission des faits. Comment voulez-vous que tout ça ait un moindre élément d'exemplarité ? Ça, c'est plus les questions des moyens pour la justice, plus que l'application. Oui, absolument. Il y a une question de moyens dans la justice. C'est-à-dire que le président de la République avait dit qu'il construirait 15 000 places de prison. Il y en a 0 qui sortiront à la fin du mandat. Il y a une surpopulation énorme dans les prisons. Que fait-on ? Les greffes sont encombrées. Que fait-on ? Bref, la justice, c'est le parent pauvre de la chaîne pénale aujourd'hui. Puisqu'on parle de la réponse judiciaire, il y a un autre drame, cette fois, qui s'est joué à Mérignac. C'est une femme qui est morte après que son compagnon lui a tiré dessus et l'a brûlée vive. Elle avait porté plainte à plusieurs reprises. Il avait été condamné. Il avait fait de la prison pour des violences contre elle. Comment on en arrive encore aujourd'hui à ce qu'une femme qui a porté plainte, qui est allée voir les forces de l'ordre, qui est allée voir la justice, se retrouve morte, brûlée vive ? Mais tout est lié, c'est que la chaîne pénale est totalement encombrée, est ankylosée. Les décisions ne peuvent pas être prises à temps parce que ce soit les policiers, que ce soit les juges, n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens physiques. Et tout ça conduit à des gens qui sont dans la rue alors qu'ils devraient être en prison, qu'on libère plus tôt. Souvenez-vous, dans l'affaire du Covid, on a dit on va diminuer le risque d'une contamination à l'intérieur des prisons. Qu'est-ce qui a été fait ? On a libéré les gens. En fait, quand vous regardez les peines d'emprisonnement qui sont fixées par les tribunaux, désormais, quand vous êtes condamné à moins d'1 an, en réalité, vous n'allez pas en prison. Les peines ne sont pas exécutées en France. Il n'y a pas suffisamment de places de prison. Je ne crois pas que ça soit une pierre à jeter sur les juges ou sur les policiers ou telle catégorie. La question n'est pas là. C'est que les gens veulent faire leur travail, mais ils n'en ont pas techniquement les moyens. Regardez la paupérisation des services publics de sécurité, regardez l'état des voitures des policiers, l'état des parcs informatiques des policiers, l'état des commissariats. En fait, la police et la justice, service public s'il en est, souffrent du même état de paupérisation générale que tous nos services publics. Ce que j'ai vécu à l'hôpital, et encore, moi j'ai la chance d'être dans un des hôpitaux les plus modernes de France, mais quand je vois mes collègues qui travaillent dans des hôpitaux extrêmement paupérisés, tout ça est la même chose. La paupérisation des prisons, la paupérisation des tribunaux, ceux des commissariats, ceux des hôpitaux, ce sont nos services publics qui partent à volo parce que nous ne nous sommes pas donné les moyens de financer correctement. Et en ce qui concerne justement les moyens de la justice ou de la police, il y a quand même eu des annonces. Je vous cite simplement l'augmentation de 8% du budget de la justice annoncée par la garde des Sceaux. Ça vous convainc pas ? Non, moi ce que je dis simplement, c'est qu'il faut qu'on arrête avec les annonces. C'est vrai que tout le monde fait des annonces. On fait des annonces. Ça va être appliqué. On fait des annonces, on fait des grands débats citoyens, on fait des tables rondes. Mais sur le terrain, regardez, quels sont les moyens qui ont été donnés à la justice depuis 4 ans. Encore une fois, les chiffres ne mentent pas. Il y a un moment où il faut regarder les données. Le président avait dit
durant mon quinquennat, j'ouvrirai 15 000 places, je ne sais plus si c'est 15 000 ou 17 000, enfin 15 000 places de prison. Il y en a zéro. Il a dit 15 000 seront créés. Oui, 15 000 seront créés. Il n'y en a pas qui ont été créés. Il n'y en a pas. Alors, il y a eu des rénovations, ça, il faut le dire. D'ailleurs, souvent avec l'aide des régions. Je vois en région Île-de-France, Valérie Pécresse a financé les régions qui financent la rénovation des prisons. Alors, on le fait parce que c'est nécessaire, mais ce n'est pas nos compétences. Eh bien, il n'y a pas eu de création nette. En France, doit y avoir 53 000 places de prison. Au Royaume-Uni, pour une population même un peu moins grande, ils sont à 90 000 places. Donc vous voyez, le vrai sujet, c'est qu'il nous manque un tiers des moyens, un tiers des places de prison. Et je ne vous dis pas l'état des commissariats et la manière dans laquelle les fonctionnaires de police travaillent. En Hollande, il y a quelque chose qu'il faut regarder qui est pas inintéressant. Quand vous créez un poste de policier, vous êtes obligé de budgéter évidemment son salaire et ses charges, mais aussi tout ce qui tourne autour. L'ordinateur, la part de voiture, le bureau, etc., etc. Et donc, du coup, on n'assiste pas à cette paupérisation. Parce que quand vous embauchez quelqu'un, eh bien, vous l'embauchez avec un environnement. Nous, on ne fait pas ça. Et donc, on se retrouve avec des services publics, encore une fois, qui tombent. La France tombe. On va parler de la crise sanitaire, évidemment, avec vous, Philippe Juvin. Hier, à la sortie du Conseil des ministres, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, il a parlé d'une amélioration nette de l'épidémie. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, dans votre hôpital ? Bon, d'abord, moi, je ne l'écoute plus parce que on est toujours dans des... Quand vous les écoutez depuis un an, ça va toujours mieux, on est les meilleurs, etc. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est qu'en nombre de cas, on a une diminution du nombre de cas en France, très clairement, depuis une dizaine de jours. La courbe diminue. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, et c'est fondamental, et c'est un des éléments qui nous inquiète, nous, à l'hôpital, c'est qu'en fait, ça ne décroche pas, ou très peu, ou très lentement, plus exactement, dans le nombre de patients qui sont hospitalisés, qui occupent l'hôpital. Les lits de réanimation sont encore très pleins. J'avais le chiffre d'hier ou d'avant-hier, donc je suis peut-être en retard parce que ça diminue, mais on doit être aux alentours de 5300, 5400 patients en réanimation. 5400, entendez-vous bien, quand on a confiné il y a un mois et demi, 2 mois, on était à 4200, donc on en avait moins. Aujourd'hui, la situation dans les hôpitaux n'est pas meilleure, elle est même pire que le jour où nous avons confiné. Notre inquiétude, c'est que les hôpitaux sont très pleins et que ça va mettre beaucoup de temps à diminuer. Il y a un chiffre. Pourquoi ? Parce que les patients restent plus longtemps lors des précédentes vagues ? Oui, probablement. Ils restent plus longtemps. Plus jeunes également ? Peut-être qu'il y a un effet. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous prenez le nombre de morts par semaine en France, on a passé la barre des 2000 morts par semaine pendant 5 semaines seulement il y a un an. Fin mars, début avril, il y a eu un pic, plus 2000 morts par semaine pendant 5 semaines. 5. Et là, les 2000 morts par semaine, on les a quasiment constamment depuis le 5 décembre. Oui, depuis décembre, janvier, février, mars. Les fameux 250 à 300 morts par jour dont on parle, l'équivalent d'un avion qui tombe tous les jours, dans l'indifférence quasi générale. Donc, non mais, si, parce que, en fait, quand on accepte qu'il y ait 2000 morts, non pas par semaine, non pas pendant 5 semaines, mais durant quasiment 4-5 mois, on accrédite l'idée qu'au fond, ça va pas mal, parce que le message officiel en permanence, c'est de dire ça va mieux. En réalité, ça ne va pas, parce que nos hôpitaux sont pleins, et la conséquence, c'est quoi ? C'est que si demain vous devez vous faire opérer pour une pathologie qui n'a strictement rien à voir avec le Covid, qui nécessite que vous alliez au bloc opératoire ou en réanimation pendant quelques jours, bien vous ne pouvez pas aujourd'hui vous faire opérer correctement parce que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de soigner tout le monde. Parce que les hôpitaux sont pleins. En fait, la saturation, elle est présente. Nous sommes saturés. Alors, monsieur Juvin, ça me permet de rebondir, parce que vous avez critiqué, en effet, le calendrier de déconfinement en disant trop vite et sans méthode. Sans méthode, surtout, oui. Sans méthode. Ouais. Mais vous, quelle aurait été votre décision en ces circonstances ? D'abord, je pense que j'aurais tout décidé, sauf décider tout seul dans mon coin. Parce que l'idée de dire « je décide moi-même » qu'on va mettre un facteur de 400 cas par 100 000 et qui sera notre critère. D'abord, c'est un critère qui ne repose sur pas grand-chose, qui est très peu exigeant. En fait, 400, en fait, on ne l'atteindra jamais, heureusement d'ailleurs, parce que ça serait très très grave, ça serait 38 000 cas tous les jours. Et donc, ça signifie qu'on se met dans une situation de déconfiné, quoi qu'il arrive. Vous connaissez le quoi qu'il en coûte, mais là, on a le déconfinement, quoi qu'il arrive. En fait, ce qu'ils veulent, c'est ne pas être les derniers à déconfiner. On voit les restaurants qui rouvrent en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, bien entendu, et ils se disent, zut, en France, on va être les derniers, donc on y va. Et pas les derniers. Donc c'est quoi ? C'est politique, avec un risque sur le plan sanitaire pour vous ? Oui, non, bien sûr, il y a un risque sur le plan sanitaire. Je vous le dis, aujourd'hui, les hôpitaux sont très pleins. C'est-à-dire que nous
nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre en charge au plan sanitaire la population dans les conditions habituelles d'un pays qui se veut une grande puissance. On ne peut pas opérer. Ouvrir le 19 mai, c'est risqué pour vous. C'est manifestement trop tôt, on n'a pas les moyens. Il y a un deuxième élément, c'est que si on ouvre le 19 mai, il faut aussi se donner les moyens d'ouvrir d'une manière la plus sécurisée possible. En particulier, où sont les bataillons de gens qui vont nous aider à dépister, tracer, isoler tout ça, on n'y est pas prêt. Où sont les fermetures de frontières? Les bataillons de gens pour détecter et tracer, vous ne pouvez les avoir, comme par exemple en Allemagne, que si vous avez un nombre de contaminations qui est relativement peu élevé. Ils sont en capacité de tracer si on est à moins de 5000 contaminations par jour. Est-ce que par exemple, vous estimiez qu'il ne fallait pas déconfiner avant de revenir à un nombre de contaminations du type de 5000 De 5000 par jour, bien sûr, c'est ça qu'il fallait faire. D'ailleurs, en disant ça, je suis en accord. On n'y revenait pas avant quelques mois. Ça, vous l'assumiez. En disant ça, je suis en accord avec le président de la République qui, au mois d'octobre, nous faisait la leçon, avec raison, en disant on ne déconfinera pas, il parlait de début décembre, si on a plus de 5000 cas par jour. Là, on doit être à 25 000 cas par jour. Donc ça signifie qu'on a 5 fois plus. Si je vous suis, M. Juvin, pour vous, il ne fallait pas déconfiner à l'heure actuelle. Attendez. Non, mais c'est une question. Ma réponse est très simple. D'abord, on en a tous assez du confinement. On est tous contents de sortir. Ce que je vous dis, c'est qu'au plan sanitaire, on ne se donne pas les moyens de déconfiner dans de bonnes conditions. Pas d'isoler tracé, pas de contrôle des frontières pour empêcher que les variants arrivent, parce qu'il y a quand même ce sujet qui est là. On ne séquence pas suffisamment. Vous savez, le séquençage, c'est un examen qui vous permet, quand je vous fais le truc au fond du nez et que je vous dis vous êtes positif, d'identifier le type de variant. Il faut faire ce qu'on appelle du séquençage. Mais ça vous inquiète juste aujourd'hui, ces variants en Ile-de-France? Le médecin que vous êtes se dit c'est plutôt inquiétant? Alors d'abord, aujourd'hui, on a un variant qui est un variant britannique très majoritaire. Moi, depuis un an, on me demande souvent, êtes-vous inquiet? Non, en fait, moi, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il ne faut pas être inquiet. Il faut être préoccupé, il faut être attentif. Mais on est prêt face à ces variants? Non, les variants, on ne les surveille pas, en réalité. On dit ça va, parce qu'on ne les surveille pas. Vous savez, c'est comme les somnambules qui avancent sans regarder autour d'eux. Je vous donne ce chiffre, parce qu'il est très, très révélateur. La Grande-Bretagne, quand elle fait 100 prélèvements au fond du nez des gens en disant c'est positif, en gros, il y a 25% de ces prélèvements qui sont séquencés et ils peuvent vous dire quel est le type de variant. Nous, c'est 0,4%. Quand on prélève 100, on a 0,4 qui sont séquencés. En fait, on est un des pays qui séquençons le moins. Et donc, du coup, nous ne savons pas réellement quelle est la circulation des variants sur le territoire. Il y a des chiffres qui pourtant circulent, notamment sur le variant brésilien. Et sud-africain. Mais sud-africain. C'est des chiffres sur 0,4% des tests, c'est ce que vous nous dites. Sur 0,4%. Et ce qu'on fait, ce sont c'est pas du séquençage, c'est du criblage. C'est quelque chose de beaucoup moins précis. Pour rentrer dans le détail sans embêter les gens, c'est que ça ne nous permet pas, par exemple, de différencier le sud-africain du brésilien. Et vous verrez que dans les statistiques officielles, ils vous donnent un chiffre en disant sud-africain ou brésilien. Ah oui, sauf que c'est sud-africain ou c'est brésilien? Eh bien, comme on ne fait pas de séquençage, malheureusement, on ne sait pas répondre à la question. Petite question sur le pass sanitaire, M. Juvin. Les députés vont débattre à partir de la semaine prochaine sur son utilisation. La description qu'en a fait le président, avec une utilisation surtout pour les grands événements, mais en sortant de son périmètre tous les actes du quotidien, du genre si je vais aller au restaurant par exemple. Est-ce que ça vous convainc? Est-ce que vous pensiez l'utiliser d'une autre manière ou... D'abord, je pense que j'ai été très réservé sur le pass sanitaire il y a quelques mois parce que les gens n'étaient pas vaccinés, n'avaient pas la possibilité de l'être. Donc désormais, ils peuvent l'être. Le pass sanitaire, c'est... J'ai un pass si je suis vacciné ou si j'ai des anticorps parce que j'ai été infecté récemment ou si j'ai un test récemment négatif. Moi, donc point sur la rémission, c'est encore en latence, il ne s'est pas encore acté. Oui, mais c'est pas encore acté, c'est par qui? Qui acte dans ce pays? Non, pour l'instant, c'est étudié. Le débat aura lieu la semaine prochaine à l'Assemblée, au Sénat également, pour une utilisation à partir du 9 juin. Alléluia. Donc il y a un débat qui va avoir lieu enfin. Non, mais c'est bien parce que je suis intéressé dans une démocratie parlementaire que le Sénat... Ça fait partie des amendements à la loi sur la sortie de l'hôtel. Que le Sénat et l'Assemblée nationale, enfin, ont un pouvoir de contrôle. C'est assez extraordinaire. Donc non, mais je veux dire par là qu'il faut qu'il y ait un débat sur ces sujets qui sont des sujets complexes. Personne n'a la vérité. Et il faut qu'on s'échange des arguments. Moi, ce que je crois, et ce n'est que ma vérité, c'est qu'il faut ouvrir
d'ouvrir. Ce qui serait bien, c'est d'ouvrir l'économie, évidemment. Moi, j'aimerais bien aller à une terrasse d'un café, prendre un café vite. Et donc, dans ces cas-là, le pass sanitaire sur mon téléphone, c'est quelque chose que j'attends avec une certaine impatience. Pour ça, il y a des conditions. Pour ça, il faut qu'il soit fiable, Il faut qu'il soit interconnecté avec ceux de nos voisins. Parce que nous sommes le premier pays du monde de tourisme. Donc, si nous voulons que notre industrie touristique fonctionne, il faut que l'Allemand ou le Suédois qui viennent en France, eh bien, son truc à lui, il puisse fonctionner chez nous. Sinon, je n'en vois pas l'intérêt. Enfin, la question que vous me posiez, est-ce que c'est seulement pour aller à un concert de 10 000 personnes ou pour aller boire un verre au café ? 10 000, c'est les rassemblements de 10 000 personnes. Un très grand concert, un grand événement ou un café à la terrasse en face. Moi, je regarde ce que font les autres. Je pense qu'on est tellement en retard qu'en France, on a au moins un avantage avec notre retard, c'est qu'on peut regarder ce que les autres font. En Israël, ben oui, c'est important quand même. Oui, je l'entends. Et en Israël, quand vous allez au restaurant, vous avez un pass. Si ça peut accélérer la reprise de certaines activités économiques, moi je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Un dernier mot sur cette crise sanitaire avant de parler de l'actualité de votre parti, puisque vous parlez des consultations au Parlement. Emmanuel Macron, il consulte aussi beaucoup les maires en ce moment. Dans son interview à la presse quotidienne pas moi, je suis maire depuis c'est la longtemps, question que j'allais vous poser. Il a promis d'associer les maires. Il a promis d'associer les maires. Il a parlé d'une grande tournée en juin dans son interview à la presse quotidienne régionale à laquelle participait Julien. Est-ce que le maire que vous êtes se sent écouté ? Visiblement non. Ou est-ce que vous dites ce ne sont que des paroles, c'est que de la com ? C'est de la com. Enfin, écoutez, je suis maire dans les Hauts-de-Seine, qui est un département important et qui est un département où il y a une grande concentration de population. En plus, on est un département dense. Il y a la Défense, donc avec le centre d'affaires européen, etc., etc. Je suis dans les maires des Hauts-de-Seine. Le maire, je suis le président des Républicains, qui est un parti politique qui n'est pas non plus aussi négligeable que ça en France. Moi, j'aurais pu donner mon avis. Non, on m'a jamais demandé. Enfin, vous pouvez le donner à l'Association des maires de France. Oui, c'est vrai. Vous avez un grand ami. C'est vrai. Non, mais vous avez raison. Non, mais le chef de l'État ne vous a jamais consulté à aucun moment dans cette crise en tant que maire ? Si. Enfin, pas en tant que médecin. Au début de la crise, j'ai eu des échanges épistolaires avec le président via une application. Il le fait beaucoup avec les gens, me dit-on. Mais c'est vrai que en tant que maire, non. Jamais. En fait, nous les maires, il y a eu, vous savez, cette affaire, le Premier ministre avait dit à une époque, on va créer le couple maire-préfet. Et comme si c'était un scoop. Enfin, pardon, maire-préfet, ça existe depuis longtemps. Mais en fait, le couple maire-préfet, c'est quoi ? Le Premier ministre fait une déclaration en général le jeudi soir en disant voilà ce qui va vous arriver. Et donc on l'apprend par la télévision et par vous. Et puis le lendemain, le préfet nous convoque au téléphone et nous dit ce qu'on a entendu la veille. Donc le couple maire-préfet, c'est un couple un peu asymétrique. Il existe depuis longtemps, mais il faut peut-être le réinventer. Allez, il nous reste 3 minutes pour parler de votre parti. L'actualité est chargée, Julien. Oui, on va parler des Républicains et puis d'une affaire Renaud Muselier, puisqu'il faut presque l'appeler comme ça maintenant, avec sa candidature au régional dans la région PACA, avec l'aide, dans quelle mesure, de LREM. Est-ce que vous pensez que l'affaire Muselier, comme on doit l'appeler, a été mal gérée par les Républicains ? Non, moi je trouve qu'elle a plutôt été bien gérée parce que c'est quoi d'abord l'affaire Muselier ? Parce que l'affaire Muselier, c'est qu'on a appris par le journal du dimanche. Le dimanche, donc. Oui. Il paraissait le samedi à une époque. Donc, que Jean Castex nous annonce que on ne sait pas très qui, on dit qu'il n'y aura pas de liste En Marche. En région PACA, une alliance avec, et qu'elle s'allie avec les Républicains. Nous n'étions pas au courant, donc nous étions contents d'apprendre. Ça montre quoi ? Ça montre qu'En Marche n'est pas capable, dans beaucoup de régions, de monter des listes qui sont des listes qui portent significativement, parce qu'En Marche a un problème d'élus locaux. Il n'y a pas de parti En Marche sur le terrain. Et deuxièmement, ils ont voulu accréditer l'idée qu'en fait, En Marche et les Républicains, c'était pareil, et donc que du coup, il y avait En Marche et Marine Le Pen. Nous sommes défendus en disant que nous ne sommes pas d'accord avec la politique nationale qui est menée par Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas d'accord. C'est la démocratie, c'est pas un drame. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons qu'elle est mauvaise pour la France. Et à partir de ce moment-là, nous ne faisons pas alliance avec eux. Donc il y a eu une tentative d'OPA inamicale de la part de Jean Castex sur les Républicains qui a échoué.
Il a essayé de faire un coup, ça n'a pas marché. On ne prend pas en otage comme ça les électeurs en leur disant écoutez, moi, Premier ministre, j'ai décidé que vous n'auriez plus le choix, messieurs les électeurs. Vous n'aurez que le Rassemblement national ou que La République en marche. Rien au milieu. Non, c'est pas comme ça. Alors, cela dit... Et dernière question, Julien. Oui, mais est-ce que vous ne craignez pas quand même une forme d'explosion? On voit que le maire de Toulon, par exemple, a déjà signifié son départ. On parle également de Christian Estrosi. Est-ce que malgré tout, cette tentative de déstabilisation, comme vous l'appelez, elle n'est pas en train de fonctionner? Non, je ne crois pas. Au contraire, nous l'avons... Non, mais c'est vrai, Falco est parti. Bon, c'est quelqu'un... Christian Estrosi va partir. Estrosi, il est tête de liste dans son département, donc je doute qu'il parte. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que il y a des partis politiques qui sont bien représentés au plan local. Nous en sommes. Si La République En Marche veut se présenter aux élections régionales, qu'ils y aillent. Chiche. Allez-y, Madame Cluzel, vous êtes candidate? Chiche. Faites votre liste. Et puis on se comptera après. On a vu aux élections municipales qu'En Marche, c'est 2% des mairies de France. 2%. Donc moi, je veux bien qu'ils nous expliquent qu'ils sont présents, qu'ils occupent 2%. C'est 5%, je crois, des voix au municipal. C'est une absence totale. Donc la stratégie du coucou, qui consiste à dire « je ne suis pas capable de faire ma liste, donc je me mets sur une autre liste ». Et non content de me mettre sur une autre liste, la nôtre, les Républicains, en plus, je la truste en disant que c'est plus la liste des Républicains, c'est la liste En Marche. Non, ça ne marche pas. En fait, je pense que tout ça détruit la politique. Cette idée qu'on peut faire des combinations, c'est quelque chose qui est extrêmement délétère. Moi, je suis très inquiet que la politique désormais de la majorité présidentielle, ça soit une politique de petits coups, comme ça, médiocres, médiatiques, des petits coups d'appareil. Non, la politique, ça se passe dans l'urne. Ça se passe dans l'urne. Rendez-vous dans l'urne. Et merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Ce sera le message de la fin. Merci Philippe Juvin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.